Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau volet de Outlook 2024. On a été rejoint maintenant par Carlos. Bonjour Carlos. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. On va encore parler de finances, mais cette fois, on va rentrer dans les trucs qui intéressent vraiment les gens, puisqu'on va parler de crypto. Et donc, du coup, là, je vais me courir. Enfin, oui, j'ai envie de dire enfin. Apparemment, tu viens de me dire avant, ça va être assez facile, puisqu'il suffit d'acheter. On sait tous que ça va à 100 000 $ à Noël. On doit juste déterminer quel Noël, et puis après, il y aura forcément un Noël où ce sera à 500 000. La conclusion est faite. C'est assez simple. On peut couper, on va continuer. Non. Bref, on va faire un peu le tour. Je vais laisser les spécialistes parler. Moi, je vais jouer en gros l'idiot du village qu'on ne comprend pas trop. Et s'il y a des questions à poser, je me permettrai de vous arrêter ou de vous rephraser votre langage qui, par moment, vous écoutez il y a encore 5 minutes avant ce plateau, était par moment assez ésotérique en ce qui me concerne. Mais déjà, avant de parler de 2024, Bitcoin a surpris tout le monde en 2023. C'est marrant parce que je me souviens plus, il y avait une grosse banque américaine ou peut-être un émetteur qui, en janvier dernier, annonçait Bitcoin comme l'actif de l'année 2023. Au final, ils ont eu raison. Cette banque a eu raison. C'est l'actif leader de toutes les classes d'actifs. 150% de hausse depuis le début de l'année, personne ne l'attendait. Même le Nasdaq a dû faire 3 fois moins. Et Bitcoin a été leader aussi au sein de son propre camp. C'est-à-dire qu'en termes de dominance, on est passé de 45 à 55%. Donc c'est une année exceptionnelle qui avait démarré juste après la faillite de FTX, où tout le monde annonçait le Bitcoin à 10K, 5K, et finalement c'est l'actif qui a été déjà le plus surprenant de 2023, alors même qu'aucun investisseur particulier n'est revenu sur ce marché. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que 2024 c'est l'année qui transforme? Carlos, on a tous envie d'entendre ton opinion parce que c'est toi l'expert, et on commencera par ça. Est-ce que 2024 sera l'année du bull run Bitcoin? Alors, moi, j'aime pas prédire des prix. J'aime plutôt voir un peu analyser ce qui se passe et un peu prendre une direction. Je pense que ça va être une année généralement positive vis-à-vis de tout ce qui sont les risques régulatoires, juridiques, on peut dire, notamment aux US. Même si on a la Warren Bill qui va être votée bientôt, ainsi de suite. Tu peux nous rappeler le... Oui, donc la sénatrice Warren, Elizabeth Warren, elle a proposé une bipartisan bill, donc une proposition de loi bipartisane par rapport à la régulation des cryptos, qui en gros rendrait les cryptos non custodiables par des personnes, mais rendrait aussi la vie très difficile aux custodians de ces cryptos-là, puisqu'elle enforcerait plein de règles, surtout aux alentours du KYC, Know Your Customer. C'est un peu l'équivalent de MiCA. Non, c'est même qu'on a fait en Europe. Parce qu'en Europe, c'est plutôt un framework. Donc c'est un peu, ça c'est les nouvelles règles du jeu. On va mettre des lignes dans certains points, mais on va quand même laisser un peu d'espace à certaines classes et types d'actifs. Aux États-Unis, au moins avec la proposition de Mme Warren, ce qu'on voit un peu, c'est qu'elle veut restreindre des activités qui ne sont pas contrôlables par un gouvernement. Donc elle, ce qu'elle veut pas, c'est des assets qui sont par exemple incensurables ou unfrozen, qui sont pas possibles de bloquer ou de diriger depuis une entité centrale régulée ou gouvernementale, etc. Elle veut pas que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec USDT, Tether, on peut bloquer des Tether dans n'importe quelle wallet. Tether vient de faire, je crois, a signé l'accord avec l'OFAC pour toutes les wallets qui étaient blacklistées par celle-ci, que ces fonds soient. Là, tu parles des deux stablecoins majors. Exactement. Donc bon, un peu ce que s'est dit la sénatrice, elle s'est dit, bon, moi j'en ai marre que les gens me passent dessus, on va faire un crackdown dans le crypto et on veut changer les règles. On a vu Jamie Dimon qui disait Why I'm still don't trust in Bitcoin, all of these things and technologies are scams. Mais après, c'est le plus gros investisseur via Onyx dans toutes ces technologies-là. Parce que... Et puis lui, il se positionne vraiment à titre personnel. Dimon, il a quand même tourné la veste plusieurs fois en l'espace de 2 ans. Je ne suis pas sûr que c'est le plus crédible de l'histoire. Ils ont tous tourné la veste. Tu prends Larry Fink, le patron de BlackRock, pendant longtemps. Alors maintenant, forcément, BlackRock, bon, on va en parler, la thématique des ETF, mais voilà, à un moment ou à un autre, ils se positionnent parce que derrière, ils vont émettre des produits sur le sujet. Donc pour moi, ça, c'est des positionnements individuels. Donc pour moi, on regarde tout ce macro, on regarde la build de Warren, etc. Mais après, on voit comment la SEC, côté, on va dire, judiciaire, donc pas législatif, non, on passe dans le judiciaire, pratiquement a perdu son cas avec Grayscale. Là, c'est presque... il ne va pas pouvoir le recourir. Ouais. Donc... pour toi, c'est la garantie qu'on va avoir le premier ETF Bitcoin Spots? Oui, pour moi, oui. Après, je pense qu'il y a un vrai effort pour donner la même opportunité à tous. Ça, c'est aussi quelque chose de très regulatory friendly, non? Donc moi, je pense que ça va être un jour. Les 11, 10, 13, j'ai perdu le nombre d'ETF vont être autorisés du jour au lendemain. Là, on voit clairement, par exemple, avec les mises à jour dans les prospectus, donc pour les gens qui ne sont pas que crypto,
Pour les gens plutôt crypto, pardon, les prospectus, c'est un peu les white papers de ces fonds-là et qui sont legally binding, donc il faut les respecter à mot par mot, case par case. Pour que la SEC appose son tampon. Fasse l'approval. On voit comme la SEC a demandé de l'harmonisation parmi tous, que ça soit tout cash-based et pas trop toucher les cryptos. Donc si elle joue le jeu à ce point, c'est qu'à la fin, l'issue finale, c'est tout ce travail pour ne pas valider. Elle est forcée de le faire pour Grayscale, quasiment. Donc on peut assumer que maintenant elle s'est dit, bon, on ne peut pas ne pas le faire, donc on va le faire de notre mieux, mais on ne va pas laisser un clair avantage à d'autres. Parce qu'il faut le dire, Grayscale... Donc ce sera tout le monde en même temps ou personne? Moi, je pense que oui. Et que personne, je pense maintenant, j'ai vu sur Bloomberg, c'était à quoi, à 10-15% qu'il n'y ait pas d'ETF l'année prochaine. On est passé de 70% il n'y aura pas à 10-15%. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque? Toi, Thomas, qui est spécialiste quand même du risque, est-ce que toi, t'as pas ce sentiment que ce scénario serait trop facile? On en parlait tout à l'heure sur votre thèse d'actifs, ce scénario trop parfait qui verrait l'alignement des planètes, l'arrivée des ETF, le halving Bitcoin, des choses qui nous garantiraient la hausse en 2024. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça paraît assez logique qu'il l'approuve, cet ETF, comme tu l'as très bien expliqué. Je pense que de toute façon, ils vont devoir le faire parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient en faire, mais qui n'osent pas aller sur la crypto finale. Ouais. Donc, ils cherchent des alternatives. Donc, ça, ils vont être obligés de le faire. Une façon d'y entrer, oui, bien sûr. Aussi, il faut dire légalement. Je veux dire, moi, ce que j'explique aux gens crypto souvent par rapport au monde de la finance, c'est que nous, on a des blockchains, Ethereum et ainsi de suite, et Bitcoin et whatever. Dans le monde de la finance, ça s'appelle des ISIN-based products. Les banques, en gros, elles sont connectées, c'est très vulgarisant, mais c'est pour l'expliquer à l'autre côté. Sont connectées dans une blockchain qui s'appelle ISIN, dans laquelle les choses ont un ISIN concret, particulier et unique en fonction du produit. Donc les banques, elles ne veulent pas se casser la tête à se connecter à 18 000 blockchains, 18 000 typologies de contrats, des langages de programmation et des histoires. Leur core banking, ils ont tous 50 ans, ils sont basés dans des technologies extrêmement basiques, qui ont beaucoup de mal. À l'exception, je dirais, BNY Mellon, qui est l'un des plus gros investisseurs en deep tech concernant le core banking, il y a des histoires comme ça. Donc pour eux, c'est tout simple. Et après, je pense aux fonds de pension, je pense par exemple le typique fonds de pension américain ou canadien. Non, les professeurs de l'Ontario, les pompiers de New York et les profs de Californie. Eux, ils sont ISIN-based. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec de la crypto? Oui, bien sûr, ils peuvent ouvrir un compte Coinbase plus Code. Ouais, mais ils le font. Ils ont du mal à faire ça. C'est complexe. Ils doivent aller dans des boards avec des gens qui normalement sont très vétérans. Et il faut leur expliquer. Donc eux, ils parlent en ISIN, donc il faut faire des ISIN-based products. Larry Fink, il a compris ça tout de suite. Dès qu'il a vu l'espace, il l'a repris, c'est un vendeur. Aujourd'hui, donc, on sait que ils ont déjà prévu, c'est-à-dire l'intégration dans l'ETF, donc ça va se produire. Une bonne partie des choses sont déjà pricées, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre réellement de cette intégration de cet ETF? Parce que c'est un des axes qui pousse aujourd'hui cette attitude bullish quand même sur le Bitcoin. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une arrivée massive de l'épargne occidentale, de l'épargne états-unienne, sur ces produits? C'est ce que tout le monde annonce en fait. Oui. C'est de l'espoir. Moi, je pense qu'ils ont pricé, j'avais vu quelques chiffres, non, mais en quelques handful of tens of billions. Donc, on va dire, allez, 50 milliards, c'est un peu ce qui a pricé dans de net new money. Il faut dire aussi que Bitcoin est de plus en plus moins liquide. Tu regardes ce qu'ont les exchanges chez eux. Ils sont also en all-time low en termes de unitary Bitcoins. Attention, ce n'est pas la même chose que dollar-based value. En termes de nombre de Bitcoins, ils sont au niveau le plus bas. Donc, Binance, Kraken, Coinbase, enfin tous les grands. Du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va voir? On voit aussi vraiment une rotation envers des volumes OTC. Donc, ça ne veut pas forcément dire des gros trades. Ça veut dire simplement qu'il y a une institutionnalisation de tout cela. On le voit aussi dans les volumes spot, CME comme on a dit avant. Donc, je pense que tous ces facteurs cumulés ont généré cette hausse. Non, on a passé 32, 36, 40, 42, 44 et maintenant 40, 44 pour être... Je suis toujours assez conservateur. Je préfère ouvrir un peu plus. Je pense qu'on a des résistants dans le côté plus technique, dans 38, 39, 40, 41, les prix psychologiques aussi qui aident. Pour le coup, l'analyse technique, elle ne s'est vraiment pas trompée sur le marché crypto, puisqu'il y a eu enfin c'est toujours facile après coup, attention, mais il y a eu les premières divergences haussières fin 2022. Vous savez, quand il y avait eu la faillite d'FTX et que tout le monde annonçait que c'était la fin du monde pour le marché crypto, c'est là où sont apparues les premières divergences haussières primo-momentum d'analyse technique. Et en fait, ce que fait le cours du Bitcoin sur les graphiques de long terme en hebdo et en mensuel, c'est un retournement haussier, comme il a fait plusieurs fois depuis 2008-2009. Ça ressemble à 2015-2016, ça ressemble à 2018. Et pré-halving en plus. Et pré-halving, d'ailleurs, c'est un des sujets de 2024. Le halving, ça va être vers le printemps. En fait, on a le sentiment
que rien ne peut jouer contre Bitcoin en 2024, sauf un fait exceptionnel. Oui, et ce fait exceptionnel, donc c'est quoi les deux big elephants in the room, non? Les éléphants, Quoi, alors je ne sais pas comment on le dit en français. On peut dire signe noir aussi, c'est une Les éléphants expression. dans la pièce. Non, on a deux monstres dans deux secteurs. Donc on a le secteur exchange, on a Binance, qui a toujours été, depuis son existence, je pense, d'une année à l'autre, il est devenu le premier, il est resté. On voit Binance qui paye un peu le prix de l'innovation, comme diraient d'autres, ou qui paye le prix de ne pas respecter le règlement. Alors, on voit Coinbase qui... On voit Coinbase qui fait une counter-bet, c'est logique, non? Quand tu as un marché dominé par un monopoliste, moi ça me rappelle beaucoup le cas du pétrole. Non? Soit c'est le gouvernement qui le casse en petits morceaux, donc c'était le cas de Exxon, Rockefeller, il avait quoi? Je me rappelle pas. Standard Petroleum, quelque chose comme ça. Boum, ils l'ont splitté. En crypto, ça, a priori, ça ne va pas se passer. On l'a vu avec Binance, c'est pas clairement incorporé, on ne sait pas trop où, comment. Donc, ils ont payé une belle somme, donc 4 et quelques milliards, plus des sommes personnelles à plusieurs exécutifs. Donc, ça, c'était un peu le premier signe noir de se dire, oula, Binance. Ce qu'on a vu, c'était tout le contraire, donc une control demolition. Donc, on a vu l'immeuble, on a vidé l'immeuble en premier, on a enlevé l'électricité, on a coupé, on a écarté les gens, on a cassé quelques étages. Mais il est toujours là, donc pas de gros. Ils ont payé pour comme avec FTX, ils ont payé pour rester en vie. Après, il paraît que leur book était assez résistant quand même, malgré le prix payé. Et deuxièmement, on a par exemple dans le secteur des stablecoins, USDC, qui avait eu ce petit incident avec Silicon Valley Bank, qui avait souffert du tech de week-end, à cause, pas autre chose que juste le système de paiement ne marche pas le week-end. C'est quelque chose aussi pour que les gens sachent. La crypto, c'est aussi, ça a beaucoup d'utilité concernant les paiements. On le voyait aussi dans des paiements transfrontaliers. On a aussi Tether, maintenant, qui joue la carte de la transparence, qui a complètement changé son approche récemment et qui paraît qu'il prend le chemin du bien, hein, comme chez Star Wars, not the dark path. Que tu es une Jedi. Ouais, donc, on voit vraiment une consolidation, on arrête de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque pour les deux derniers stablecoins. On a perdu FTX qui faisait un peu n'importe quoi. Bon, et ils ne sont plus là. Les lenders, ils ont... Binance est rentré dans le rang. Binance, ça fait raligner. C'est pas qu'ils aient rentré. On leur a fait rentrer, on les a ralignés. Ils avaient la stratégie un peu que FTX avait pris, non? C'est j'ouvre une filiale par pays, donc j'ai la filiale japonaise, la filiale américaine, la filiale européenne et ainsi de suite. Bon, pour FTX, maintenant, c'est plus le cas. Mais bon, on voit vraiment une consolidation, on voit vraiment comment le marché mûrit. On voit maintenant des gros événements qui avant auraient pu, comme le hack de Mt. Gox, qui aurait pu complètement décimer le marché avec des chutes de 80%. Maintenant, on voit tout le temps, OK, il y a un procès de bankruptcie, OK, les creditors... Ça reste sous contrôle. Ouais, voilà. Les juges américains, les Japonais, ils étaient les premiers. Les Japonais, c'est souvent les premiers dans beaucoup de choses, mais les gens après, j'ai l'impression, on les laisse toujours de côté. C'était les premiers à faire du quantitative easing, c'était les premiers à tester des taux zéro et ainsi de suite. Pour les cryptos, c'était pareil. Ils ont testé au Japon. J'imagine Tsukihiro Hirakawa, le juge de Mt. Gox, en mode qu'est-ce que je fais ici? Donc voilà, moi, cette consolidation, je sens, elle est bonne pour le marché. Beaucoup de hardcore crypto guys auraient dit « Ah non, mais on perd les KYC, l'intimité, l'anonymat, nanana. » Ouais, un autre. Il y a d'autres moyens et ils se rendent compte que... Il faut jouer avec les règles pour rester en vie, quoi. Exactement. Les gouvernements se font respecter maintenant. Enfin, qu'est-ce que de 2024, l'année de... Donc de ce côté-là, donc c'est positif. Du côté halving, tu en parlais tout à l'heure. Généralement positif. C'est généralement positif. Ah, il y a eu 3 occurrences. Et toujours pricé en retard, les halvings. Ça, je n'ai jamais compris vraiment. Tu veux dire que ça déclenche l'effet quelques semaines après? Oui, il y a eu toujours un petit lag. Soit il y a un hype au tout début, overpriced, donc absurde. Donc, Ce sera peut-être une façon... Oui. Mais il faudra voir maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus institutionnalisé, comme on disait. Donc, les gens, ils font beaucoup plus gaffe. BlackRock et tous ces gens-là, pour faire des inventories pour leur ETF, je ne pense pas qu'ils vont acheter à 100 milliards par minute et des choses comme ça. Non, ils vont acheter peu à peu, ils vont construire des inventories, ils vont attendre, ils vont être patients. Et je pense que leurs traders vont être patients et on ne va pas avoir de gros mouvements de prix intraday de plus de 20%, ce qui était à un moment l'habitude chez les cryptos. Ou au moins pour les cryptos consolidés, ça va plus être le cas. Sauf vraiment des défaillances techniques, des hacks qui représentent des pourcentages absurdes ou des problèmes de network. Donc si on regarde ça, il n'y a rien qui peut faire baisser le Bitcoin. Le Bitcoin va plus haut. On est avec KTO d'aujourd'hui, là, donc tout va bien. Ça pourrait être la finance traditionnelle, alors je ne sais pas, les taux remontent. On fait la presque plus évident que la finance traditionnelle. Mais je peux toujours justifier dans les deux sens. C'est ça qui est drôle. Moi, je peux justifier une hausse de Bitcoin. Taux zéro, taux négatif, taux positif. Quand c'est positif, les cryptos 2022, non.
sont corrélés au marché, tatati, tata. Bon, ça se décorrèle au bout d'un moment sans rien qui change. On a des faillites dans le secteur bancaire parce que pourquoi? Ça a soutenu Bitcoin. La crise bancaire de mars dernier avait soutenu Bitcoin. Oui, mais Bitcoin, il s'est pris quoi? Il s'est pris 10% les 3, 4, 5 jours où on a eu Et ensuite, il est remonté comme ça. et Signature et Silicon Valley, ou je ne sais plus l'ordre. Puis, donc ça fait un U-turn, on dit en anglais, hein. C'est retourné, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est positif. Mais il y a eu quand même 2-3 jours où il fallait un peu assimiler, non, de se dire, oula, la deuxième plus grosse stablecoin, elle perd 10%. Oula, comment on gère tout ça? C'était drôle parce qu'en plus, tu mets les graphes les uns sur les autres. 10% de baisse pour Bitcoin, 10% de baisse pour Ethereum, 10% de baisse pour USDC parce qu'ils avaient 10-12% chez Silicon. Donc, je trouve ça assez drôle. Mais ça a corrigé tout de suite. Puis c'était, mais maintenant Bitcoin, c'est pas juste une alternative, c'est le nouveau système. Voilà. Coinbase qui a repris aussi. Donc, on voit vraiment comment ils vont ensemble. Alors, ok, Bitcoin, j'ai envie de dire, on peut déjà faire la conclusion parce que ça va monter cette année. Donc, c'est quoi les targets de l'année sur le Bitcoin? Personne de target. Toi, tu es technicien. Je vais prendre aucun risque en annonçant revoir les records historiques en dollars, hein, puisque voilà, 70K. Après, je me souviens, la cible des 100K, c'était la cible que tout le monde annonçait dans le précédent bull market, précédent cycle. Et on avait tapé à 70 2 fois. On n'a pas fait les 100K à l'époque. Je me dis, bon, bah voilà, je vais pas prendre. Voilà, et c'est sûrement d'ailleurs à 100K que la masse des investisseurs particuliers occidentaux s'avère à partir de là, je prendrai mes bénéfices. Attention, je ne vous dis pas à quel prix je suis rentré. 100K, je ne prends pas trop de risques. Après, attention, moi je suis persuadé qu'on n'aura pas le même bull market qu'on a eu en 2020-2021. Ce ne sera pas aussi linéaire. Absolument. Je pense qu'on aura des chocs de volatilité ou des phases de trading range comme on a eu cet été. Oui, absolument. On a eu 3 mois entre 25 Là, on a une hausse du Bitcoin qui finira plus haut qu'il est aujourd'hui à la fin 2024. Mais par contre, entre deux, ça y aura des possibilités. Et j'ajoute un gros rattrapage d'Ethereum. Alors moi, je fais l'analyse technique sur Ethereum/BTC. C'est une conviction vraiment d'analyse technique. Hein. Alors, du coup, d'un point de vue relatif, revoir les records historiques sur Ethereum USD, c'est plus intéressant que de payer d'un point de vue relatif. Mais voilà, c'est vraiment parce que quand je fais l'analyse technique sur le cross ETH-BTC, c'est une zone basse. C'est une paire en BTC qui est encore basse. Donc moi, j'ai un avis assez similaire dans ce point-là. Je pense qu'il y aura vraiment dans le top 100, on l'a déjà vu, et c'est un peu ce que j'avais prévu moi pour 23, c'était un peu une rotation de positionnement, donc des nouveaux entrants. Donc on avait, je sais pas, des types comme tous les layer 2 d'Ether, par exemple Optimism, Arbitrum, qui ont arrivé comme ça du jour au lendemain. Ils ont repris beaucoup de marchés. On a Gnosis aussi comme une alternative qui s'est dit, bon, chacun va jouer son jeu, donc moi je vais jouer le mien. Je vais être l'on-ramp et le payment system parce que Ethereum c'est un peu trop cher pour variable, Bitcoin ça ne sert pas à ça, etc., etc. Donc pour moi, il va y avoir une reconsolidation du top 100. Probablement pas du top 10-15. Je ne suis pas si positif pour certaines alts, mais je pense qu'il va y avoir une reconsolidation. Donc, ça va, comme moi, quand je visitais CoinMarketCap les premières fois, je pense qu'il n'y a que Bitcoin et Ether est apparu qui sont maintenant dans les mêmes positions. Et Ripple. Okay. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Ripple qui est encore assez basse? Moi, j'attends le pump. Ripple, on a eu la news transformationnelle. Donc, FOMO. Mais c'est vite retombé. FOMO. Bon, c'est retombé, mais dans les anciens. Donc dans les anciens, je ne veux pas dire les all-time high, mais dans la partie supérieure de la bande qu'ils avaient juste avant les news. Tout à fait. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est OK, les cryptos, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a des mouvements brusques, c'est toujours trop exagéré. Pourquoi? Je pense que, le marché crypto consiste vraiment à se base beaucoup. Il y a beaucoup de volume dans les dérivés crypto-based, donc dans tous ces, on les appelle futurs perpétuels, par exemple. En gros, c'est des CFD reformulés. On a beaucoup de volume, on a beaucoup de leverage qui est autorisé parce que ce n'est pas vraiment régulé. Donc, on a des mouvements très brusques, des liquidations qui sont très soudaines. Ça, avec l'institutionnalisation, je pense que ça va être aussi amorti. Mais les institutionnels, ils ne vont pas aller dans des protocoles DeFi qui doivent liquider 2 milliards de dettes comme ça en 2 secondes. Donc, on va voir un peu comment ça évolue. Mais bon, reconsolidation du top 100, des nouveaux entrants, des vieilles gloires qui peut-être réapparaissent, on ne sait jamais. Par rapport au prix, Bitcoin, etc., pour Bitcoin, je vois un seul risque, vraiment geek risk, et c'est un peu la petite bataille interne qui est actuellement, mais bon, ça c'est vraiment en niche, entre les gens qui veulent utiliser Bitcoin pour un peu plus que le fait que ça soit Bitcoin. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la bataille des ordinals. Ah oui, juste pour keep it short, c'est des sortes de NFT compatibles dans le réseau Bitcoin. Yeah, ok. Donc à part ça,
Ça, c'est pour nuire à Bitcoin. Ça pourrait nuire, oui, parce que ça peut forker. Donc, dans les cryptos, Oui, d'accord, séparer des blockchains. S'il y aurait une fork, les dernières forks ont été vraiment pas suivies du tout. On avait Ethereum Proof of Work qui a été pas suivi du tout, except par des miners qui n'avaient pas le choix de donner un certain support. Pour Bitcoin, je ne sais pas si ça va arriver, mais ça crée normalement des splits en liquidité. C'est-à-dire, c'est le marché, non les gens vont voter, donc vont vendre celles qui n'intéressent pas au plus vite et maintenir celles qui l'intéressent. Donc, à part ça, je ne vois pas vraiment des gros risques hors des régulations soudaines. Non que la Bill Warren passe, je pense que tout le marché va rester un peu bloqué pendant 2-3 jours et on se dire, oula, comment on price ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour l'instant, personne ne la prend en sérieux. Et à part ça, je pense qu'on va peut-être revisiter les 36, 32 dans un moment choc comme ça. Je ne pense pas aller au-dessous de 30. Ça me semblerait vraiment une surréaction. Mais je pense que ça va être une année peut-être bullish. Je n'aime pas donner des prix. Mais avec quelques petits hiatus in the meantime. Je suis assez impatient pour janvier en particulier et septembre, qui sont un peu les mois clés. Ok. Donc on verra. Alors moi, j'ai juste une dernière question au milieu de tout ça avant de conclure, parce que c'est vraiment un truc assez facile. On a l'impression que il n'y a pas grand-chose qui peut arriver de mal, donc c'est très bien. Mais quoi d'autre? Alors finalement, on a parlé d'Ethereum, on a parlé de Bitcoin, on a parlé de Ripple. What else? Parce qu'à l'époque, si je m'en souviens bien, dans le dernier bull run, on a d'abord parlé du Bitcoin, puis après on a parlé de tout le reste derrière. Les altcoins, ouais. Et c'est quand tout le reste est arrivé dans tous les sens avec des performances complètement débiles que tout le monde s'est dit attention, il y a un truc qui joue pas. Dans ce schéma un peu classique du passé, est-ce que ça va se répéter? Est-ce qu'il y aura vraiment un mouvement massif sur même des jetons qui sont des shitcoins? Moi, j'en suis moins certain de ça. C'était vraiment l'époque. Pour moi, c'était l'hyper-épargne et les taux zéro qui expliquaient le mouvement sur les shitcoins. Mais si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé dans le marché equity, on a eu la période de la bulle Internet où n'importe quoi montait puis tout s'est pété la figure. Puis après, dans la deuxième phase de hausse, là, on a commencé à prendre la consolidation avec les bons, les trucs qui sont vraiment solides. Là, c'est ce que tu donnes l'impression que ça donne. Donc, c'est pour ça que ma question, c'est est-ce que tout justement ces shitcoins, c'est du passé et puis il ne faut pas essayer de commencer à dire puisque le Bitcoin va bien, je vais les taper toute la liste. Il n'y aurait pas de rattrapage derrière possible. Ouais. Moi, je pense que les shitcoins vont toujours être là. Là, on avait, c'était quoi les deux dernières? C'était quoi? C'était PP, The Frog. Mais tu sais que c'est PP, mais c'est encore un token qui est tradé par les paddles. Highest performing thing. Alors, maintenant, il y a la bataille PP contre Bonk. Donc, si je dis ça à des gens non crypto, ils hallucinent juste avec les noms. Donc, je pense qu'on aura toujours cette... Et le Dogecoin. Oui. La crypto d'Elon Musk. To the moon. J'hallucine. Dogecoin, Shiba... N'oublions pas Elon Musk. Continue dans le top 100, il faut le dire aussi. Mais bon, on voit un peu que... Je pense qu'il y aura toujours. Après, si on regarde le top 100 actuel, par exemple, on voit tous ces altcoins, même si on ne les connaît pas, quand on regarde un peu mieux, elles ont des roadmaps beaucoup plus clairs. On ne peut plus les considérer vraiment des shitcoins. Il y a vraiment des projets qui se relient à elles, avec des différentes value added, donc des valeurs ajoutées différentes, des propositions solides ou mieux qu'avant. On a eu quand même un petit hiatus avec le IA boom après ChatGPT et ainsi de suite. Et beaucoup de crypto, le fait de s'appeler AI, ça c'est un peu ridicule. C'était un peu le boom. Mais bon, je pense que si, on va avoir... on va pas les voir venir, en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Il fallait le placer avant. Moi, je suis quelqu'un d'assez conservateur d'un point de vue d'investissement, malgré mon profil. Mais moi, quand il n'y a pas de possibilité de mauvaises nouvelles, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait des scénarios équilibrés. Je suis Game Theory 101. Moi, j'aime bien des scénarios où j'ai des pros and des cons. Et là, j'aime pas trop le fait qu'on n'ait pas trop de contre. C'est ça le problème. Ça paraît trop facile. C'est ce que je voulais comprendre. Là, les hacks, peut-être, c'est ce qui me donne... là, il y a une grande concentration. Il y a de plus en plus de grosses wallets. Ça se justifie un peu aussi par l'institutionnalisation. Donc, ces institutions, elles ne vont pas garder les tokens eux-mêmes. Donc, on a Coinbase, partie Coinbase Trust, qui cumule des énormes quantités. Binance, on a BitGo, historique. On a Raskabankorate, je ne sais plus. On a un autre provider aussi assez grand. Donc, au-delà de ça, mais pareil, les KYC, tous ces fiat ramp, etc., ça serait vraiment contrôlé. Au pire, tu défonces 3-4 protocoles DeFi, tu prends toute la liquidité là, qui est quand même pas très haute, comparée à la taille du marché, et on continue. Donc bon, vraiment à la pente. Et ainsi, des hacks, si finalement les hacks se trouvent dans des wallets pas censurés ou bloqués, mais interdits par tout le monde, ces cryptos elles vont rester hors de la circulation normale, ce qui va réduire le supply et ce qui va être positif pour le prix. Donc, on arrive dans un marché qui va être beaucoup plus mature que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant.
Et puis c'est vrai que finalement, là, on peut vraiment faire des parallèles avec le passé, où effectivement, on va avoir moins de conséquences avec le tout et n'importe quoi, puisque les gens ont commencé à comprendre un peu mieux comment ça se passe sur le fond. Exactement. Et rappelons, tout le monde dit 21 millions de bitcoins. Oui, sauf les millions.1 de Satoshi qui ne bougent plus depuis des décennies, depuis 10-12 ans. On a plus ou moins les dernières estimations, il y a encore 1 million qui est complètement perdu, forever and ever. Donc déjà, c'est de l'offre et de la demande, on le verra bien. Et avoir un asset qui est assez décorrélé, qui ne dépend pas d'une banque centrale, etc., ça ajoute aussi des dynamiques de prix qui sont super intéressantes. Donc on verra bien. Après, si on a un bull run 100 000 $ Bitcoin, mais le dollar, il vaut 3 fois rien parce qu'il y a eu un impaiement de dette du gouvernement américain, ainsi de suite, ça n'aura pas le même feeling. Autre chose que vous voudriez ajouter sur le côté crypto pour conclure cet Outlook 2024? Rendez-vous dans un an pour voir si on n'a pas dit de bêtises, quoi. Ok, alors rendez-vous dans un an pour voir si on n'a pas dit de bêtises. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, sur les cryptos, ça a l'air plutôt blue sky, contrairement à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais l'un dans l'autre, les choses ont l'air assez positives. Il y a plein de raisons pour imaginer que ça peut monter. Donc on va toujours garder un peu en tête que quand tout a l'air d'aller trop bien, comme tu le disais avant, peut-être qu'on aura peut-être 2-3 mauvaises surprises. Donc comme d'habitude, il y a une certaine logique. Il y aura des opportunités d'achat dans ce secteur crypto. Mais ce qui est assez intéressant et ce qu'il faudra peut-être retenir en conclusion de cet outlook global, finalement, on est plutôt constructif sur les actions, on est plutôt constructif sur certaines monnaies, on est plutôt constructif sur certaines matières premières. On est quand même vachement constructif l'un dans l'autre. Et finalement, eh bien, la crypto-monnaie vient aussi se rajouter à cela. Et donc, on espère que ce sera comme ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette Merci à tous. interview. Merci Thomas, merci Carlos. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir.